Je me suis passionné pour le sujet de façon parfois pas forcément très saine, ce qui a mené forcément à l'écriture de ce livre de l'élégance de Bitcoin parce que j'avais vraiment, c'était vraiment une vocation pour moi. Je me suis vraiment pris de passion pour Bitcoin et du coup j'ai vraiment fait plus que le nécessaire pour apprendre ce qu'il en était, quels étaient tous les enjeux autour de la crypto-monnaie, etc. Donc il y a une certaine solitude, une certaine réclusion qui est obligatoire. On écrit un livre, c'est qu'il faut couper un peu certaines relations sociales. Et puis bon, on reprend après comme un vrai travail d'ascèse, on va dire. Je vais pas parler non plus de mes difficultés pendant mon travail d'écriture, mais ça a été vraiment compliqué. Suite aussi à l'épisode du Covid, hein, forcément, ça m'a beaucoup marqué. Disons que ce qu'on nous a fait subir, ça m'a aussi motivé à écrire un livre sur le sujet de Bitcoin. Disons, on le fait pas pour l'argent. On le fait pour la monnaie qui est Bitcoin, mais pas pour l'argent. Le livre n'est pas qu'une collection d'articles. Et du coup, ça m'a demandé un travail fou. Bonjour, je suis Ludovic Lars et bienvenue sur Première Ligne. Recevons Ludovic Lars. Ludovic est l'auteur de L'élégance du Bitcoin, le livre de référence francophone sur l'histoire, les enjeux et les principes de Bitcoin. De formation scientifique, il s'est donné une mission: rendre le fonctionnement technique de Bitcoin accessible au plus grand nombre, et en français. Ludovic compte également plus de 100 écrits et 100 articles de vulgarisation sur son site viresinnumeris.fr. Il contribue régulièrement à CryptoToast et au journal du Coin. Il a également réalisé une traduction majeure et il gère un projet d'archivage des écrits originaux de Satoshi Nakamoto. Ludovic, bienvenue dans Première Ligne. Première question, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour Hervé et merci de m'inviter dans ton podcast. Donc moi c'est Ludovic Lars, du coup j'ai 34 ans. Je suis, comme tu l'as dit, je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle L'élégance de Bitcoin. Et donc je travaille là-dedans, je suis auteur, rédacteur et formateur dans ce milieu-là. Je fais ça depuis 2017-2018, on va dire. Et j'ai bossé notamment avec la maison d'édition qui a édité mon livre Consensus Network pour faire quelques traductions dans le milieu de Bitcoin et autres. Et aussi avec Plan B, sur Plan B Academy pour faire quelques cours. Donc j'ai pas mal écrit sur le sujet. Je connais un peu le sujet de façon technique et idéologique. Donc voilà. On vous mettra tous les liens en description concernant Plan B et tous les éléments que mentionne Ludovic. Tu as écrit un livre majeur sur Bitcoin. Pourtant, tu racontes sur ton site que la première fois que tu as entendu parler de Bitcoin, tu as trouvé ça trop complexe pour fonctionner. Est-ce que tu peux nous expliquer ton raisonnement à ce moment-là? Trop complexe, je sais plus quand j'ai écrit ça, mais en gros, moi j'ai découvert Bitcoin en 2013, en avril 2013, quelques temps après la crise chypriote de mars. Et donc la crise financière où des banques avaient fait faillite, etc., à Chypre à cause de la crise. Et donc moi je m'y intéresse un peu d'un point de vue libéral, libertarien entre guillemets. Je m'y suis intéressé de très loin et j'ai jamais creusé vraiment le sujet, on va dire. C'est pas que je trouvais ça très complexe, c'est que j'étais trop jeune pour comprendre peut-être. Et, et Non, j'avais pas saisi tous les enjeux, etc., quoi. Donc voilà, moi j'avais déjà le bagage technique pour comprendre, parce que moi j'ai une formation en maths appliquées. Donc je connais un peu, très succinctement, la cryptographie, les principes de base, etc.
Et donc voilà, je m'y suis mis beaucoup plus tard. J'en ai acheté un peu en 2015 pour essayer. Mais je m'y suis mis vraiment en 2017 parce que bah, j'avais du temps, j'étais au chômage à l'époque. Et donc j'ai eu du temps pour m'intéresser à Bitcoin. Et je suis tombé dans le terrier du lapin, comme les gens aiment bien le dire. Et je me suis mis à écrire là-dessus pour partager cette passion. Est-ce que la variation du prix qui a eu cours en 2017 a joué un rôle dans le fait d'être plus convaincu et plus investi au-delà du fait d'avoir du temps? Ouais, ouais, parce que moi j'ai vu le prix en 2013 exploser, enfin monter jusqu'à 1200 $. Mhm. Donc je me rappelle bien de ça. Ensuite, le prix a baissé, justement, quand j'en ai acheté en 2015, par exemple, j'en avais acheté à, c'était à quoi, 300 $, je crois, 300 euros, 250 euros, voilà, c'est ça. Donc 0,2 Bitcoin pour 50 euros, ce que j'ai tout utilisé, donc je n'ai pas gardé ça, hein. Et, euh, et du coup, en 2017, ouais, ouais, je suis revenu au moment où le prix a redépassé les 1000 $. Donc bah, les gens ont commencé à en parler, ils ont dit, ah bah tiens, il a enfin dépassé son ancien sommet. Et, euh, et donc c'est ça qui m'a remis sur la voie de Bitcoin, quoi. Tu utilises un mot fort pour décrire ce moment-là, tu utilises le mot obsédé. Je suppose que c'est une obsession intellectuelle. Concrètement, est-ce que c'est cette obsession qui t'a fait aller jusqu'à écrire un livre? Parce que c'est quand même un sacré engagement. Je pense qu'il faut une sacrée motivation pour écrire un livre de plusieurs centaines de pages et l'aboutir, le publier. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, oui, bah, pendant les premières années, clairement, ouais, ça relevait de l'obsession, hein, parce que je passais mon temps à regarder des vidéos là-dessus, à écouter des podcasts, lire des articles et d'autres livres. Donc oui, oui, clairement, je me suis passionné pour le sujet de façon pas, pas forcément très saine, mais enfin comme beaucoup de gens, hein, enfin des gens comme Andreas Antonopoulos ou Roger Ver témoignent de la même expérience. Donc je ne suis pas le seul à avoir fait ça, mais oui, oui, je me suis vraiment passionné pour le sujet pendant des années, ce qui a mené forcément à l'écriture de ce livre de l'élégance de Bitcoin parce que j'avais vraiment c'était vraiment une vocation pour moi, disons. Je me suis vraiment pris de passion pour Bitcoin et du coup, j'ai vraiment fait plus que le nécessaire pour apprendre ce qu'il en était, quels étaient tous les enjeux autour de la crypto-monnaie, etc. Donc oui, oui, c'est ça qui m'a mené à écrire ce livre parce qu'il faut une certaine force de travail pour écrire un livre. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et donc voilà, ouais, t'as raison. C'est bien une obsession qui mène à ça. Bon, maintenant ça va mieux, disons. Tu l'as assouvi. Tu as parlé d'enjeux plusieurs fois et il y a pour m'être moi-même intéressé au sujet de Bitcoin, il y a une réelle idéologie et un réel challenge derrière ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus quel est l'enjeu de Bitcoin et pourquoi avoir choisi ce sujet-là et pas un autre, étant donné ta formation scientifique qui t'aurait permis de faire mille autres Ouais. choses? Bah, c'est pas tant ma formation scientifique que ma formation politique, on va dire, qui a primé, parce que moi, en fait, j'ai un parcours, enfin, disons, je me suis intéressé à l'anarchisme et au libéralisme pendant des années, avant de découvrir Bitcoin. Donc forcément, ça m'a préparé pour m'intéresser au sujet, disons. Et, euh, et donc, euh, et donc, quels sont les enjeux de Bitcoin? Bah, pour moi, Bitcoin, c'est un argent liquide électronique, hein. C'est bah, le titre du livre blanc de Satoshi Nakamoto. Et donc, c'est une monnaie numérique qui est à la fois résistante à la censure, c'est-à-dire que c'est difficile d'empêcher d'une transaction de se faire,
et résistante à l'inflation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer de nouvelles unités au-delà de ce qui est déjà prévu par le protocole. Et c'est aussi une monnaie programmable, hein, dans le bon sens du terme. Et donc tout ça, ça forme un peu la proposition de valeur de Bitcoin. Et disons que moi, je me désole un peu du fait qu'on le réduise souvent à un instrument financier qui serait, voilà, qui monterait toujours, etc. Enfin, ce qui a été le cas jusqu'à maintenant, hein, mais ce qui a attiré les gens forcément. Donc c'est pas uniquement une mauvaise chose, mais disons que il est aujourd'hui réduit à ça et que pour moi c'est plus que ça, notamment sur le côté censure financière. Euh, pour moi, l'argent liquide est voué à disparaître dans les années qui viennent. Et enfin disparaître, au moins devenir de moins en moins utilisé, on va dire. Et, euh, et la monnaie numérique va forcément se développer plus qu'elle ne l'est maintenant. Et donc, je pense que les problèmes de censure financière qu'on rencontre dans les milieux politiques à l'extrême droite ou à l'extrême gauche vont se généraliser à l'ensemble de la population, c'est-à-dire que les gens vont se voir refuser des transactions pour telle ou telle opinion émise sur les réseaux, des choses comme ça, quoi. Donc pour moi, ouais, c'est Bitcoin, tout l'enjeu de Bitcoin est là aujourd'hui, je pense, parce que Bitcoin, justement, n'est pas soumis à ce type de censure. C'est ça, Bitcoin est une monnaie souveraine. Ouais. Personne ne peut vous censurer, personne ne peut venir vous prendre vos fonds. Et au-delà de ça, on en a déjà parlé dans la précédente interview avec Scuba Wizard. Le réel intérêt de Bitcoin pour des auteurs, notamment des personnes qui s'auto-publient, c'est le fait d'être souverain sur toute votre chaîne de production. C'est-à-dire que quand vous publiez des livres, certes, vous pouvez le faire en auto-édité, publier sur Amazon, etc., etc., mais vous restez ancré dans un modèle financier classique. On appelle ça un modèle fiat. Et vous avez besoin d'intermédiaires, des banques, etc., etc. Bitcoin supprime les intermédiaires et vous donne accès à la souveraineté financière. Vous pouvez faire des échanges de pair à pair, consommer sur Internet, etc., etc., sans avoir besoin de rendre de compte à personne. Et vous pouvez vendre vos livres de manière simple et transparente, sans avoir besoin d'avoir l'aval d'un provider de paiement, d'un fournisseur de paiement du style Stripe, etc., etc. Donc il y a un réel enjeu, c'est pour ça qu'on en parle un petit peu sur cette chaîne, c'est pour sensibiliser les différents auteurs au fait que des outils existent et on développera ça tout au long de l'interview. Maintenant, j'aimerais qu'on se penche un petit peu donc, sur ton livre, L'élégance de Bitcoin. Tu avais déjà le blog, tu as écrit plus de 100 articles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as contribué à CryptoToast et au journal du coin. Euh, Pourquoi un livre? Pourquoi, qu'est-ce que le livre peut faire de plus qu'un article ne peut pas faire? Bah, c'était l'occasion pour moi de synthétiser tout ce que j'avais pu dire dans mes articles. En fait, à la base, le projet du livre, c'est de rassembler tous mes articles dans un seul ouvrage, sauf que le livre n'est pas qu'une collection d'articles. Et, et du coup, ça m'a demandé un travail fou, euh, plus que je pensais en fait, beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et donc ouais, moi, mon livre, disons, c'est un témoignage qui vient justement à une période où je pouvais l'écrire, où j'avais le temps et les fonds, parce que j'ai fait ça un peu sur mes fonds propres, qui venaient un peu de la spéculation, etc. On va pas se mentir. Mais donc, et puis j'avais fait une levée de fonds aussi en Bitcoin à ce moment-là. Bon, bah, ça a permis aussi de contribuer à l'écriture de ce livre qui n'est pas que de mon fait du coup. Euh, et donc oui, c'était une histoire vraiment de rassembler tout ce que j'avais pu dire sur le sujet et tout ce que je trouvais important de dire. Et, euh, et de passer justement des messages pour ceux qui découvrent Bitcoin et qui voudraient aller plus loin, et puis qui veulent aller plus loin qu'un peu la propagande un peu
de Saylor et puis des gens comme ça qui réduisent vraiment Bitcoin à un outil financier et, euh, et pour justement voir Bitcoin comme comme il a été vu durant ces premières années en fait. Parce que moi, enfin, justement, le livre est très tourné sur l'histoire de Bitcoin. Et c'est justement pour partager le fait que Bitcoin était vu vraiment comme une monnaie à utiliser et pas justement un- une action ou quelque chose comme ça qui montrait en valeur au cours des années, quoi. Et donc ouais, ouais, il y a tout ça, quoi. C'est vraiment une synthèse assez dense de tout ce que j'ai pu écrire sur le sujet. Je parle beaucoup des enjeux au début, de l'histoire et des enjeux de Bitcoin au début, et après du côté technique, évidemment, parce il faut justement parler de cet aspect aussi, même si les gens aiment, pas, aiment beaucoup moins. En tout cas, ceux qui ne connaissent pas. Et donc voilà. Et comment tu décides de ce qui va plutôt sur le blog ou de ce qui va aller plutôt dans le livre? Est-ce que tu as une démarcation nette? Par exemple, dans notre précédente interview avec Julien Danjou, Julien disait que lui, en gros, le blog lui servait de bêta-test pour les idées qu'il allait mettre dans son livre. À la base, il a commencé à écrire un blog afin d'éviter de se répéter quand il parlait de sujets techniques à ses collègues développeurs, etc., etc. Et cetera. Et puis, à force de recueillir et d'amasser tout un tas d'astuces, il en a fait un livre où il rentre un peu plus en profondeur dans les différents sujets, une profondeur qui ne se donne pas forcément au niveau du blog. Est-ce que c'est ton cas aussi ou... Non, parce que enfin, moi, mes articles, je vais quand même en profondeur, disons. Je rédige surtout des articles longs qui font plus de 3000 mots, enfin, souvent plus de 3000 mots, donc des articles de fond, hein. Donc, c'est pas trop le sujet de la profondeur qui prime. C'est surtout l'importance de ce que j'écris et puis la cohérence du propos. Disons, dans le blog, je peux décrire des trucs, des choses techniques comme les verrous temporels, etc. Dans le livre, c'est quelques paragraphes maximum. Je ne sais plus trop, mais je l'évoque juste en passant, en disant qu'on peut faire ça. C'est-à-dire bloquer des fonds pour une certaine, pour une donnée, enfin pour une période donnée sur Bitcoin, donc de façon totalement trustless et décentralisée. Et donc ça, je l'évoque juste dans le livre comme ça en passant parce que c'est pas très important. L'important, c'est de savoir que c'est programmable et qu'on peut faire des choses avec et que de toute façon, enfin, toutes les monnaies numériques sont vouées à être des monnaies programmables. Euh, et donc voilà. Donc ouais, c'est plus l'importance, enfin l'importance que j'attribue à quelque chose qui va faire que ça va entrer dans le livre. Par exemple, mes articles sur l'histoire de Bitcoin, je les ai étoffés pour le livre parce que j'avais appris d'autres choses entre-temps. Mais justement, parce que pour moi, c'est très important de connaître les premiers temps de Bitcoin, et puis ça fait une très bonne introduction, hein. Les gens aiment bien le chapitre 1 en général, et ça permet de rentrer dans le sujet enfin, de la façon dont je voulais introduire le Bitcoin. C'est ça, il y a un vrai storytelling autour de Satoshi Nakamoto, Ouais. de l'époque cypherpunk, etc., etc. C'est très intéressant, c'est très imagé. Enfin, il y a un univers entier, à part entière, sur tous ces aspects-là, qui est assez passionnant, quoi. Tu as un titre magnifique, l'élégance de Bitcoin. Est-ce que tu peux nous en dire plus au niveau de quelle est cette élégance? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Bah, l'élégance du Bitcoin, je l'ai trouvé enfin, j'ai fait une levée de fonds en 2022. Le livre est sorti en début 2024. Et j'avais déjà le titre en tête, c'était l'élégance de Bitcoin. C'était un titre provisoire à la base, mais bon, il est resté quoi. Donc moi, pour moi, l'élégance de Bitcoin, c'est surtout une élégance mathématique. C'est Jacques Favier dans la préface justement, je crois il le dit de cette façon-là. Euh, il a compris. C'est que ouais, pour moi, c'est une élégance mathématique.
la simplicité et la robustesse du modèle de Bitcoin est belle justement euh, par la façon dont il est conçu, quoi, on va dire. C'est-à-dire que justement les propositions de valeur que j'ai évoquées tout à l'heure, donc la résistance à l'inflation, la résistance à la censure, si vous lisez le livre, vous comprendrez, hein, c'est que justement les deux aspects sont très bien défendus par un protocole assez simple, qui est le système de la preuve de travail de Satoshi Nakamoto, et le fait que ce soit peer-to-peer, etc. Et donc tout ce modèle-là fait en sorte que justement la proposition de valeur est très bien défendue est très bien défendue. Et c'est notamment Eric Voskuil qui m'a montré ça, l'auteur d'un livre qui s'appelle Crypto-Economics en anglais, donc c'est un auteur américain, qui est aussi développeur de l'implémentation Leap Bitcoin. Et donc il a écrit un livre assez compliqué à comprendre, mais qui justement réfléchit sur les aspects justement de censure et d'inflation, et de comment Bitcoin pourrait être attaqué, et de comment il se défendrait si c'était le cas. Et donc il y a tout ce système-là qui est assez élégant dans sa simplicité, disons. C'est ça, Bitcoin vient avec une architecture et avec des protocoles concrets qui reposent sur des bases mathématiques et cryptographiques. Et tout ça est mis en œuvre de manière très élégante et très réfléchie. Il y a eu des tas de discussions sur Internet, notamment au travers des archives dont on parlait tout à l'heure que maintient Ludovic. Et c'est un projet communautaire, open source, qui a donné naissance au protocole Bitcoin et à tout cet univers. Écrire un livre technique qui reste accessible, c'est un exercice d'équilibriste. Comment tu décides de ce qui reste et de ce qui part? Est-ce que tu as une méthode? Est-ce que tu as un bêta lecteur en tête quand tu écris ton livre? Bonne question. Pour moi, mon lecteur prototype, c'est moi-même. Enfin, en fait, j'écris ce que je voudrais lire. Tu vois. Bien sûr. Donc ouais, pour les explications techniques, comme je l'ai dit, du coup, pour le livre, j'ai fait le choix, de mettre les choses techniques vers la fin, pour que les gens puissent quand même profiter du livre sans non plus se taper les explications techniques directement. Même s'il y en a avant, mais disons c'est assez rapide dans les premiers chapitres. Pour les explications techniques, moi, le livre, il est pour les gens qui veulent approfondir le sujet de Bitcoin, donc je me suis pas limité à des explications de base, disons. J'ai vraiment été dans les détails, notamment pour tout ce qui est les clés privées et les adresses, et le minage, etc. J'ai vraiment détaillé les choses en montrant les hashes, les trucs comme ça, pour montrer justement en fait que c'est une fois que tu as lu ça, en fait, tu as tout lu, donc tu as tout compris, quoi. La chose est assez simple quand on la présente bien. Et donc, j'ai essayé de l'expliquer la façon la plus vulgarisante possible. Mais forcément, oui, je montre les différents aspects mathématiques et tout, etc. Donc parfois ça peut paraître un peu rebutant, mais pour moi c'est justement quand on veut approfondir le sujet, il faut passer par là à un moment, quoi. Donc ouais, moi l'ouvrage est vraiment conçu pour une niche de lecteurs, même si beaucoup de gens l'ont lu alors qu'ils n'étaient pas forcément visés. Donc je me suis pas limité dans des explications techniques. C'est peut-être un défaut du livre, je sais pas. Peut-être qu'on pourrait faire une version abrégée sans explication. Je sais pas vraiment, mais en tout cas je me suis pas trop limité. J'ai essayé d'être concis, d'être clair, tout en décrivant les choses de la façon la plus fidèle possible. Bien sûr. Donc voilà.
Après, on oblige le lecteur aussi d'y passer des heures sur la partie technique, si peut-être il veut juste se concentrer sur la partie, sur l'historique, etc. Ouais, Un les livre gens sans peuvent faute. passer, hein. Ouais. Les gens peuvent passer les parties techniques, ça nuit pas trop à la compréhension en vrai, parce que le principe général de Bitcoin est compris, donc tout ce qui est dit dans les différentes parties, dans les derniers chapitres, peuvent être lus un peu indépendamment, pardon. Ok. Du coup, ça m'amène à une seconde question. Bitcoin évolue. Alors, je suis moi-même développeur et je travaille dans le monde de l'open source. On sait que les API ont tendance à changer. Il y a des nouvelles propositions qui se font. Les langages évoluent, les protocoles évoluent. Donc, c'est le cas de Bitcoin. Par exemple, si je prends la BIP 360, en ce moment, il y a le dilemme entre geler ou abandonner les pièces perdues. Euh, Comment on écrit un livre sur quelque chose qui bouge en permanence? Euh, Bah moi j'ai eu un peu de chance, enfin de chance. Disons que je sentais déjà que le protocole Bitcoin était en train de s'ossifier, c'est-à-dire de plus être modifié. Euh, un peu à mon désarroi, hein, parce que moi je pense qu'il aurait fallu le modifier plus, euh, et pas de la façon dont ça a été fait, disons. Donc moi j'ai commencé à l'écrire en 2022. En 2020, en fait en novembre 2021, on a eu la mise à jour Taproot, donc qui amenait les signatures de Schnorr et le procédé Taproot pour faire des contrats confidentiels sur Bitcoin, etc. Les développeurs de Bitcoin Core sont passés d'une numérotation de version qui était en 0.22 à une numérotation 23.0, quoi, disons. Donc ok. on a quitté la version bêta de Bitcoin à ce moment-là. Et donc ouais, j'ai commencé à écrire le livre quand justement le protocole, on voyait bien qu'il allait plus trop être modifié. Disons, il n'y avait plus trop d'idées de modification. Bon, disons, il y a le comment ça s'appelle, Sig Hash Any Private, qui était discuté à l'époque, mais du coup, ça s'est pas fait. Ça sera fait peut-être un jour. Mais oui, oui, il y a quand même une certaine stabilité dans Bitcoin qu'il n'y a pas dans les autres protocoles crypto-économiques, comme Ethereum ou même Monero, euh, qui fait que justement les informations du livre sont encore pertinentes, la plupart en tout cas, même 2 ans et demi après. Et donc voilà, ça m'a bien servi. Euh, En revanche, oui, oui, le protocole est voué à quand même à être modifié, ne serait-ce que pour la menace quantique. Ce qui fait que oui, forcément, le Bitcoin va évoluer, mais j'ai écrit le livre quand même en me disant que ça allait être le cas, et du coup, en adoptant une démarche historique, on peut dire, bah voilà, euh, on a fait ça, on a fait Segwit en 2017, Taproot en 2021, etc. Et, euh, et voilà, le lecteur comprendra que Bitcoin aura évolué s'il évolue un jour à nouveau. Oui, et rien ne t'empêche de faire une nouvelle édition le jour Ouais, venu, dans 2 ans, dans 3 ans, pour réactualiser le contenu du livre avec ouais. la nouvelle version stable. Ouais, mais les anciens aspects restent valables, quoi. Par exemple, Bien sûr. les adresses legacy, comme on les appelle, les adresses qui commencent par un 1, qu'on Mhm. n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, elles sont toujours valables dans le protocole. Tu vois, donc Bitcoin est tellement conservateur que en faisant des soft forks, en fait, il est obligé de garder toutes les choses qui ont été faites avant. Bah là, les adresses, c'est obligatoire, hein, peu importe la modification. Mais du coup, ouais, il y a beaucoup de choses qui restent valables, et c'est une bonne chose aussi pour les nouveaux arrivants qui n'ont pas des tonnes de choses à apprendre là-dessus, quoi. Bien sûr, il y a rien de pire qu'un langage qui se veut, entre guillemets, stable ou qui bosse sur une branche stable et qui au final modifie son API toutes les 2 minutes et demie, faisant que le legacy, le code existant est obligé d'évoluer, donc forcément les concepts aussi. Et en général, ce genre de protocole, ce genre de langage est fui des développeurs parce que le développeur final et la personne qui l'utilise
recherche de la stabilité et recherche quelque chose de pérenne. Donc, et ne pas avoir à tout réinventer toutes les 5 minutes à cause de changements internes. Donc tu disais que tu as commencé ton livre en 2022. Combien de temps ça t'a pris pour de la première ligne au point final et c'est quoi le parcours de ton manuscrit? Ça m'a pris 21 mois. Je l'ai pas inventé, hein, je l'ai pas inventé. Je me suis justement, je l'ai remarqué à la fin. Plutôt que dire 2 ans, du coup, je dis 21 mois. Parce que j'ai commencé en février 2022, j'ai fini en novembre 2023, je crois, un truc comme ça. Ok. Euh, donc moi, j'ai vraiment l'idée du livre, elle me trottait déjà dans la tête. Disons que moi, je suis un grand lecteur depuis longtemps et écrire un livre, c'est pas du tout. Enfin, enfin, je l'excluais pas dans ma vie, disons. C'était un de mes objectifs de vie. Euh, et donc écrire un livre, au fur et à mesure d'écrire des articles, je me suis rendu compte que oui, j'avais le matériel pour écrire un livre et aussi la niche dans laquelle écrire ce livre. Enfin, le sujet était tracé et puis ça n'existait pas en français. Même en anglais, hein, il n'y a pas il y a pas de livre exactement pareil. Disons que moi, j'ai compilé des choses qui existaient déjà en anglais, hein, mais il n'y a pas de livre qui ressemble à ce livre-là en anglais non plus. Et donc voilà, j'ai décidé d'écrire le livre, je pense que c'était en février-mars 2022, après l'entrée en guerre euh, de Vladimir Poutine en Ukraine. Et donc, suite aussi à l'épisode du Covid, hein, forcément, ça m'a beaucoup marqué. Disons que ce qu'on nous a fait subir, ça m'a aussi motivé à écrire un livre sur le sujet de Bitcoin. Et donc voilà, moi j'ai fait une levée de fonds à ce moment-là, j'ai recueilli quelques milliers d'euros en Bitcoin, bon c'est pas grand-chose, hein. Et puis j'ai avancé chapitre par chapitre, donc j'ai écrit, ouais, j'avais toutes les idées en tête, hein, et le plan, etc. Mais il fallait écrire les chapitres un par un, et du coup j'ai les écrits du chapitre 1 au chapitre, je sais plus combien il y a de chapitres dans mon livre, au chapitre 12, je crois, je sais plus. Et donc, ou chapitre 15, je crois qu'il y a 15 chapitres. Et donc, je les ai écrits un par un au fur et à mesure des mois. Ça m'a pris un temps fou, hein, à écrire, réécrire, etc. Sachant que j'ai aussi fait relire les chapitres au cours du temps, notamment en 2023, où là, j'ai vraiment appelé les gens à relire les chapitres individuellement, ou le livre en entier, si vous voulez, hein. Et donc ça a pris forme comme ça. Euh, et ouais, c'est un gros travail de refonte et de réécriture, hein, au cours des mois, parce que ce que je disais, en fait, je voulais pas me répéter dans le livre. Donc ce que je disais à un endroit, je voulais pas le répéter de la même manière à un autre endroit, même si la répétition est instructive. Il fallait pas que je réemploie les mêmes phrases, quoi. Oui, il ne faut pas Et, apporter de l'odeur. voilà. Et donc ouais, c'est un gros travail. Je faisais ça plus ou moins en plein temps au début. Et à plein temps, la dernière année, c'était à plein temps, hein, parce que je me suis rendu compte que j'avançais pas. Si j'écrivais à côté, je pouvais pas me concentrer sur le livre. En fait, j'avais pas l'énergie mentale pour aussi écrire un livre en même temps que des articles. Donc ouais, la dernière année, je me suis mis à plein temps là-dessus. Bon, c'est pas disons, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai pas gagné beaucoup d'argent là-dessus, mais en tout cas, c'était une très bonne expérience. Et donc, le manuscrit, à un moment donné, c'est Édouard de Consensus qui est venu me voir et euh, qui a voulu le publier. Mhm. Donc Consensus Network, c'est une maison d'édition
spécialisé dans Bitcoin, dans les sujets qui traitent autour de la souveraineté individuelle et le libéralisme, etc. Et donc Edouard est venu me voir pour l'éditer, et puis donc j'ai dû écrire l'avant-propos, remettre en forme les choses, et puis faire tous les ajustements de dernière minute. Choisir un préfacier aussi. Moi, je voulais pas forcément, mais pourquoi pas, disons. Et puis, du coup, j'ai choisi Jacques Favier, qui a été une grosse source d'inspiration au début pour moi, parce que c'est un des premiers livres que j'ai lu sur Bitcoin en 2017, qui s'appelle Bitcoin, la monnaie acéphale, donc, qui est écrit par Jacques Favier et Adli Takalbataï. Et donc, il m'a fait l'honneur d'écrire cette préface pour mon livre. Et donc, j'en remercie. Et donc, finalement, le livre a été finalisé en janvier 2024 et a été publié le 31 janvier 2024, donc quasiment 2 ans après le lancement du projet, disons. Ok. Au niveau des relectures, ça a été facile pour toi? Tu as réussi à avoir facilement des retours, les personnes s'impliquaient, ou tu as dû relancer, ou alors est-ce que Ouais. tu as fait appel à un service tierce style Fiverr Non, 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 j'ai demandé sur Twitter, dans la communauté de Bitcoin. les gens ont joué le jeu? Ouais, ouais, dans la communauté de Bitcoin, on est, disons, les gens sont très passionnés. Ils font pas, enfin, ils font pas les choses pour l'argent, disons, à part la spéculation, quoi. Mais ils sont très passionnés par Bitcoin, ceux qui sont vraiment dedans, et du coup, ils le font de bon cœur. Et je les en remercie sincèrement. Je montre pas assez de gratitude à ce sujet. Et oui, ils ont joué le jeu, ils ont relu les chapitres. J'ai eu quelques relectures par chapitre, quoi, disons. Mais les retours que j'ai eus, ça m'a permis justement d'améliorer la façon dont c'est écrit, le style, etc. Quelques données factuelles. euh, où, mais bon, il y en avait pas vraiment. C'est surtout ouais, le style et puis l'orthographe, quoi. Enfin, Ouais. la grammaire, enfin, la forme de la chose, quoi. Et donc ouais, ouais, franchement, les gens m'ont quand même bien aidé. C'est pas vraiment. Le livre n'est pas que de mon fait. Et puis c'est jamais le cas, hein. Un livre, c'est tellement un ouvrage exigeant que forcément euh, il faut être aidé par des gens qui nous soutiennent. Parce que sinon, sinon on va pas au bout, quoi. C'est ça. Je tiens à dire à notre audience que Ludovic vient de dire une chose très importante, c'est-à-dire que la communauté Bitcoin est très attentive à ce qui se passe dans son écosystème. Si vous, en tant qu'auteur ou en tant que maison d'édition, vous décidez de publier vos articles, vos livres en Bitcoin et de les mettre à disposition de cette communauté, vous avez directement accès à des milliers de personnes qui tendent de l'oreille et qui sont attentives à ce qui se passe. Donc c'est un point intéressant à considérer. C'est un aspect qu'on ne peut pas forcément mesurer sur de la monnaie classique comme l'euro, le dollar, on va appeler ça la monnaie fiat. Et c'est un domaine de personnes qui sont passionnées. Donc du moment que vous arrivez avec une valeur ajoutée et que vous tendez l'oreille à leurs attentes, ces personnes-là vont être réceptives et vont vous apporter de l'intérêt. Donc un élément à considérer et d'introduire Bitcoin dans votre chaîne de production et d'édition. Maintenant, j'aimerais qu'on se penche un peu plus sur le processus d'écriture et de vulgarisation. Donc tu dis vouloir décrire le fonctionnement technique de manière la plus fidèle possible. Est-ce que la fidélité ou la simplicité sont compatibles? Et à un moment donné, si tu dois faire un choix, tu choisis laquelle? La fidélité, hein, toujours, enfin la vérité. Ok. Disons, pour moi, un bon vulgarisateur, c'est quelqu'un qui sait simplifier des choses, enfin une chose technique ou autre, hein, ou enfin sociologique ou je sais pas quoi, qui sait
l'exprimer de façon simple, tout en gardant sa substantifique moelle, quoi, disons. Euh, et donc, il y a quelqu'un de très bon sur YouTube que je suis depuis longtemps qui s'appelle Science Étonnante. Et donc, lui, c'est un très bon vulgarisateur parce qu'il aborde des sujets compliqués de physique ou, euh, de ou d'autres, science. enfin, ouais, de science, voilà. Intelligence artificielle, il a même fait une vidéo sur Bitcoin que je recommande toujours. Une vidéo avec Eureka qui s'appelle, qui parle de Bitcoin, vous pouvez trouver sur YouTube. Et lui, justement, il parvient à exprimer simplement justement des choses qui se passent dans le monde de la physique, enfin professionnelle, quoi, disons. Et il trahit pas son sujet, quoi. Enfin, sur Bitcoin, il a fait une vidéo en tant que Bitcoiner, tu vois. Enfin, moi, Tatillon. je vais être un peu tatillon sur le sujet. Et donc, quand les médias en parlent, moi, ça m'énerve, quoi. Enfin, quand les médias mainstream en parlent, qui présentent Bitcoin de telle ou telle manière, ça m'énerve un peu. Et bah voilà, Science Étonnante, il parvient à expliquer Bitcoin de manière technique en 10 minutes ou 15 minutes, je ne sais plus, de façon très claire. Et pourtant, il ne trahit pas le sujet du tout. Et justement, il montre les pistes vers lesquelles aller si on veut comprendre tout, quoi. Et donc, pour moi, c'est ça la bonne vulgarisation, c'est le fait d'ouvrir des portes et enfin, de jamais simplifier le sujet en lui-même, quoi. De jamais trahir le sujet en disant, bon, bah, c'est pas grave, machin. Bah, sur le minage, les gens font beaucoup ça, ils disent, bon, c'est une loterie ou je sais pas quoi, et puis, bah, enfin, c'est une métaphore intéressante, mais c'est pas une loterie, quoi. C'est ça, c'est ça. Non, enfin, bon, on peut le dire, mais j'ai pas d'autres exemples en tête, mais parfois, les vulgarisateurs, ils le font, justement, ils simplifient trop le sujet et ils l'appauvrissent. Il sacrifie. Ouais, c'est ça, ils le sacrifient. Et ça, c'est pas du tout bon parce que en fait, la personne va dire j'ai tout compris de Bitcoin ou du sujet et va jamais aller plus loin. Alors que normalement, elle devrait se dire ah bah voilà, là, il a dit il y a quelque chose à chercher. Bah, si je veux comprendre vraiment le sujet plus en profondeur, je dois chercher là. Et donc pour moi, c'est ça la bonne vulgarisation. Je dis pas que je suis un bon vulgarisateur, hein, enfin, les gens aiment bien mon livre, mais moi, j'ai du mal à me juger moi-même. Mais pour moi, c'est ça, quoi. Enfin, il faut savoir justement avoir le mot juste pour laisser les portes ouvertes. Et ça, c'est plus compliqué qu'expliquer de façon technique un sujet dans un article scientifique ou je sais pas quoi. Tu vois. Enfin, en fait, c'est le boulot de vulgarisateur, il est plus compliqué que le boulot de scientifique ou de personne qui va faire enfin, de la doc technique ou des choses comme ça, quoi. Parce que cette personne-là, justement, elle va pas se soucier de est-ce que la personne, le lecteur suit toujours, etc., quoi. Alors que le vulgarisateur, lui, il veut garder l'attention de la personne, donc il doit faire des choix et il doit justement trouver le mot juste pour que le sujet soit pas trahi dans le processus, quoi. Bon, de toute façon, compte tenu des différents retours concernant ton livre et les différents avis, je pense que ta mission est réussie. Ton livre est une référence et les témoignages parlent d'eux-mêmes. Donc je pense que tu as bien réussi cet exercice-là et je t'en félicite. Et du coup, j'aimerais savoir comment tu rends digeste des problèmes tels que les généraux byzantins ou la cryptographie jacobélictique ou encore le minage. Tu as parlé de loterie, donc je pense que parmi ton outillage se situent les métaphores, par exemple. Est-ce que tu as Ouais. d'autres éléments de ce type-là pour arriver à rendre ça digeste? Ouais, bah, moi, comme je t'ai dit, ma vulgarisation, elle s'adresse pas vraiment au grand public. Donc, je peux me permettre de dire les choses telles qu'elles sont. Et par exemple, le problème des généraux byzantins, en fait, c'est déjà une métaphore. C'est Ouais, une métaphore, mais qui est déjà utilisée dans le monde scientifique, quoi. Enfin, la façon dont est écrite de formuler. l'article de Leslie Lamport et les autres. Euh,
Et donc, bah, c'est juste pour dire, bah, pour imager des composants informatiques qui doivent interagir. Par exemple, un système de réseau pair à pair où tu as des nœuds et les différents nœuds doivent se mettre d'accord sur quelque chose. Enfin, sur un registre. En l'occurrence, pour Bitcoin, c'est un registre de transaction, mais ça peut être autre chose, quoi. Et donc, en fait, dans l'article scientifique, tu as déjà cette métaphore qui existe euh, et, euh, et elle permet d'imager la chose. Après, ce qui me dérange justement, c'est que les mauvais vulgarisateurs vont faire tout un pataquès sur la chose en l'embellissant, en mettant des images de bataille, etc., en rajoutant des détails qui ont aucune pertinence en fait dans le problème mathématique. Et ils vont justement mal présenter le problème parce qu'en fait le problème il est assez simple. C'est juste des généraux byzantins qui sont autour d'une ville. Ils doivent se coordonner pour attaquer la ville. Et donc ils s'envoient des messages qui disent, euh, par exemple, si c'est une attaque à l'aube, ils disent attaquer ou pas attaquer. Le contenu des messages c'est ça. Et en fait, euh, parmi les généraux, il y a des traîtres qui vont essayer de semer la confusion dans la chose et donc envoyer des messages euh, qui diffèrent, des messages qui sont différents à plusieurs personnes pour faire en sorte que certains attaquent et d'autres n'attaquent pas, ce qui amènerait à une défaite. Alors que si tous les généraux honnêtes, euh, donc loyaux, attaquent au même moment, là c'est la victoire. Euh, et donc voilà, et donc le problème c'est de trouver un algorithme, une façon de faire qui fasse en sorte que tous les généraux honnêtes se mettent d'accord pour attaquer. Et donc dans Bitcoin, c'est les nœuds honnêtes qui suivent la chaîne la plus longue. Euh, et c'est comme ça que le problème est résolu dans Bitcoin. Mais la chose en fait est assez simple, hein, même le problème est mathématique. Donc parfois présenter les choses de façon brute, c'est pas forcément mal. Après, sur le Tout à fait. minage, j'avoue qu'il y a des bonnes métaphores. La loterie, j'aime bien aussi. Mais il faut aussi aborder le fait que, bah, justement, ils vont. Enfin, ce que c'est le minage, en fait, c'est trouver une solution à un problème. Disons, trouver un nonce tel que l'empreinte du bloc soit inférieure à une valeur cible. Et donc, enfin, ça, c'est expliqué dans mon livre, hein, mais c'est assez simple à comprendre quand tu sais suivre et quand tu as un esprit un peu analytique, on va dire. Euh, Certaines personnes ont plus de mal à suivre, mais pour des esprits analytiques, c'est assez simple à comprendre parce que t'as pas grand-chose. Euh, et Oui, il n'y a donc, pas de challenge. Il y a pas de challenge outre mesure du moment que tu as certains prérequis et une certaine connaissance du monde et une lecture des choses, tu peux intégrer facilement les concepts que tu as dans ton livre. de toute façon, Sachant faut toujours s'adapter à son interlocuteur et puis choisir la façon dont on va expliquer les choses suivant l'interlocuteur. En l'occurrence, dans mon livre, là, je m'adressais quand même à des gens assez avancés dans Bitcoin, donc j'estimais que voilà, les prérequis étaient là. les prérequis étaient là, mais je l'ai quand même expliqué tout. Enfin, disons que la personne qui est intéressée, même si elle connaît pas le sujet, elle va tout comprendre si elle est motivée. Mhm. Et puis, bah, tu as un autre bon livre de vulgarisation, enfin de technique sur Bitcoin qui est Mastering Bitcoin de Andreas Antonopoulos. Bah, c'est pareil, lui, il explique tout euh, de façon claire et il amène les choses de la bonne façon. Et ça, en fait, c'est assez clair à comprendre, même si on n'est pas trop technique. On comprend la logique de la chose, le raisonnement, les différents éléments, etc. Et puis, bah, si vraiment on est motivé, on peut comprendre techniquement Bitcoin. Je vous mettrai tous les liens dans la description de tous les articles cités, les livres cités, comme ça vous pourrez les retrouver si jamais le sujet vous intéresse. On disait tout à l'heure que tu étais de formation scientifique, tu as traduit Crypto-Economics de l'anglais vers le français, donc je suppose que tu maîtrises très bien l'anglais.
Pourquoi avoir écrit ton livre en français et pas plutôt en anglais? Est-ce un choix volontaire ou est-ce que tu ciblais une communauté particulière? Non, je maîtrise pas l'anglais. Je Ah, maîtrise surtout le français. Non, l'anglais, bah, je le lis évidemment, je le lis, je le comprends. Je le parle assez mal et j'écris pas trop l'anglais. Enfin, récemment, j'ai traduit un article en anglais pour justement pour ma newsletter preuve de travail. Et du coup, j'ai traduit l'article en anglais via un LLM et j'ai fait quelques retouches. Mais disons, je maîtrise pas assez l'anglais pour m'estimer digne d'écrire sur le sujet en anglais. J'ai pas de notion de style, de rythme, des choses naturelles à dire ou pas en anglais pour estimer que je peux écrire sur le sujet en fait. En français, c'est le cas. Je sais quand quelque chose est bien écrit ou pas. Même de ma part, quand je relis mes articles et mon livre, voilà, je trouve des trucs, je me dis, oh là là. Donc je sais, en français, je pratique. Et j'habite en France, donc j'ai pas, enfin, je pratique surtout le français. En anglais, je j'ai pas trop de notion de qu'est-ce qui est naturel ou pas, quel est le ton, quel est le registre, est-ce que c'est plutôt soutenu ou familier. J'ai pas trop de notions. Je peux écrire des tweets en anglais, mais voilà, ça se limite à ça, disons. Pour moi, ouais, pour moi, la traduction d'anglais de mon livre, j'aimerais bien que ce soit un anglophone natif qui relise, quoi, enfin, qui fasse la dernière finition. Et pourquoi je l'ai pas écrit en anglais? Bah, justement pour cette raison, j'ai pas le niveau de langue en anglais pour m'estimer digne d'écrire un livre entier en anglais. Il y a déjà assez de livres, en fait, disons. Euh, je vais pas polluer l'espace avec un anglais approximatif. oui, puis tu as clairement une plus-value à le faire en français. Ouais. La communauté est là, la demande est là, donc derrière. Ouais, et puis voilà, j'avais construit une communauté autour du français, dans la francophonie. Donc, donc c'était clairement là que je devais faire la chose, parce que j'aurais forcément un minimum de lecteurs, un minimum de gens qui pourraient acheter mon livre et qui pourraient en faire aussi la promotion, hein. Merci à tous ceux qui ont fait la promotion de ce livre, parce que bah, c'est un peu grâce à eux qu'il s'est autant vendu, pour la niche que c'est, je veux dire. Donc merci à eux. Et puis bah oui, oui, c'est pour ça aussi que je l'ai écrit en anglais, c'est parce que j'avais déjà fait le choix d'écrire en anglais mes articles, donc ouais, ouais, mais bah peut-être un jour écrire en anglais, je sais pas, mais il faudra que je pratique plus, c'est tout. Il faut maîtriser les idiomatiques et c'est pas simple. C'est C'est l'anglais, ça. enfin, traduire d'une langue à une autre, c'est pas simplement traduire mot pour mot, c'est comprendre Ouais, les expressions natives et savoir les passer au bon ouais. endroit. C'est ça le plus compliqué en fait. Pour la traduction, par contre, bah, vu que tout maintenant se fait par traducteur automatique, IA, LLM, etc. euh, pour la traduction, par contre, c'est assez simple, vu que du coup, c'est le traducteur automatique qui va traduire les mots et les nuances de l'anglais. Et c'est moi qui va repasser dessus, qui vais repasser dessus et comment dire, délittéraliser la traduction quand elle est trop littérale, quoi. Et Ouais, qui va justement réarranger le français pour que ça soit naturel c'est ça. en français, qu'on ne garde pas les tournures anglaises à chaque fois, enfin comme ça se faisait un peu avant. Enfin voilà, mon boulot, c'est un peu plus ça que la traduction en anglais brute. Enfin bon, après, moi, quand je comprends pas un mot anglais, je vais chercher justement l'étymologie, enfin les différents sens, les choses comme ça. Il y a des très bons outils sur Internet. Mais ouais, naturellement, moi, quand je lis l'anglais, les mots un peu complexes ou les nuances, je les vois pas toujours. Bon, plus maintenant quand même. Mais il y a quelques années, ouais, enfin, il y a 10 ans, je voyais pas trop je voyais beaucoup moins les nuances, on va dire. J'aimerais faire remarquer un truc à notre audience, notamment aux auteurs techniques. Ludovic avait construit une communauté au préalable avant d'écrire son livre. Donc il était déjà connu sur les réseaux au travers de son blog et de ses différents articles. C'était le cas également pour Julien Danjou.
Donc il y a vraiment une démarcation qui se fait au niveau du type d'ouvrage que vous écrivez, du type d'auteur, ou sur des auteurs plus traditionnels, plus classiques, des romanciers, la personne va arriver sur le marché sans être forcément au préalable connue pour ses écrits, alors que sur des ouvrages techniques, le fait d'avoir une présence au préalable vous permet de toucher votre public cible au moment où vous publiez. Donc c'est pas négligeable. Ça vous permet de faire des préventes, ça vous permet de tester, de mesurer l'idée, si elle peut marcher, etc. etc. Et si vous avez pour ambition d'écrire un livre technique, je vous conseille vraiment de commencer par là, de commencer par capitaliser au travers d'un blog, et ensuite de réfléchir et de faire mûrir votre idée de passage à l'acte et d'écriture de livre. Je fais une courte pause. Si votre audience est uniquement sur les réseaux, vous ne la possédez pas vraiment. Le jour où leurs algorithmes changent, votre audience disparaît avec ces changements. C'est pour ça qu'en parallèle de cette chaîne, j'ai créé Pagecraft. Je crée votre site d'auteur, l'endroit où vos lecteurs viennent vous retrouver. Vous pouvez réserver un appel gratuit de 30 minutes avec moi. Le lien est dans la description, alors n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Allez, on y retourne. Je vous invite à voir l'interview de Julien Danjou qui aborde également ce sujet-là, qui est très intéressant. Si quelqu'un devait retenir une seule idée de ce que tu as écrit, tu aimerais que ce soit laquelle? Ouais, bonne question. Quelle idée, je sais pas. Ce que j'ai essayé de mettre en avant dans le livre, c'est le côté historique de Bitcoin. C'est vraiment sur ça que je me suis focalisé au cours des années. J'écris aussi des cours pour écrire et réaliser des cours pour Plan B Academy sur l'histoire de Bitcoin. Et donc, l'idée que j'aimerais que les gens gardent en tête, c'est que justement, Bitcoin n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui, en tout cas dans sa perception par le public. Et que justement, pour comprendre un sujet, en fait, il faut comprendre l'histoire de ce sujet. C'est la façon la plus... pour moi, en tout cas, c'est la façon la plus efficace de comprendre un sujet, c'est de passer par son histoire, parce qu'on va comprendre tous les enjeux qui ont trait au sujet par l'histoire des gens qui l'ont amené, quoi. Et donc, si on veut parler de Bitcoin, il faut parler de Satoshi Nakamoto et des gens qui l'ont précédé, des premiers Bitcoiners, des choses comme ça. Et donc là, on voit vraiment ce que les gens justement trouvaient à Bitcoin à l'époque. Et on voit vraiment la proposition de valeur de Bitcoin émerger de façon assez claire entre 2009 et 2013, quoi. Enfin 2008 et 2013. Et donc, la plupart des choses sur Bitcoin ont été dites à ce moment-là. C'est un peu un dicton qu'on a dans la communauté. Tout a été dit sur Bitcoin Talk entre 2011 et 2013. Enfin. Et donc oui, ce que j'ai mis en avant dans ce livre-là, c'est vraiment le côté historique de Bitcoin. Donc je parle pas que de technique, je parle aussi de comment la technique est mise en place par les gens qui travaillent là-dessus, et comment elle est reçue par les gens, comment elle est maniée par les personnes qui ont un intérêt à l'utiliser, comme Russell Brick sur Silk Road, par exemple, c'est un gros cas d'utilisation. Voilà, c'est un des premiers gros cas d'utilisation de Bitcoin. Les gens ont tendance à l'oublier. En fait, avant, Bitcoin, c'est la monnaie des criminels, maintenant, c'est la monnaie des financiers, quoi. Et donc, voilà. Il y a aussi le cas de la résistance à la censure. Pour moi, le thème n'est pas assez traité par les gens qui parlent de Bitcoin. Et avec la monnaie numérique qui vient en Europe, je pense que c'est un sujet aussi important qui est traité dans mon livre, qui fait un sujet entier, hein, de comment on utilise Bitcoin pour résister à la censure.
Il y a l'inflation aussi, je trouve, qui est très intéressante. On pourra noter que le plus fort taux d'adoption de Bitcoin se fait en général dans les pays où la monnaie est le plus déflationniste, c'est-à-dire Mm. prenez l'Amérique du Sud, les gens fuient la monnaie locale et se réfugient vers du dollar ou vers du Bitcoin. Pourquoi? Parce que leur pouvoir d'achat peut fondre du matin au soir. Donc la fin justifie les moyens et ces personnes-là ont une adoption beaucoup plus généralisée comparé à l'Europe où l'euro, entre guillemets, offre une certaine stabilité. Mais comme vient de le dire Ludovic, on entre dans une nouvelle ère. Il y a bientôt l'euro numérique qui va arriver. Les pays européens sont ultra endettés et on risque de voir émerger dans les années à venir un réel intérêt de Bitcoin au niveau de la consommation du quotidien et de son utilisation dans la vie réelle pour justement se protéger de tous ces éléments-là. Donc tu nous as expliqué que tu avais donc intégré les écrits de Satoshi Nakamoto et notamment les premières discussions de Bitcoin Talk, etc. En parallèle de ça, on a également cité que tu maintiens l'archive complète Oui. des écrits de Satoshi. Pourquoi? Oui, bah, j'en ai pas beaucoup parlé de cette chose-là, hein. C'est juste un dépôt GitHub où j'ai mis les différents fichiers qui ont trait justement aux écrits de Satoshi, hein. Enfin les fichiers bruts, comment dire, les sources sur lesquelles on se base pour parler de tout ce que Satoshi a écrit. Et donc c'est un projet en cours, hein. J'ai commencé à un peu arranger tout ce qui est, enfin présenter de manière un peu plus facile les choses dans le dépôt, mais j'ai pas fini. Donc en créant des fichiers pour chaque email, chaque message sur le forum, etc. Et faire un peu ce que font des sites comme le Satoshi Nakamoto Institute. Donc si vous voulez voir des écrits de Satoshi, vous pouvez y aller. Et ce que je reproche aux sites comme ça, c'est que justement il n'y a pas tout en fait. Il manque des écrits de Satoshi qui ont été cités par le passé, hein, mais qui se retrouvent pas dans ces archives-là. Même dans le livre de Satoshi, The Book of Satoshi, qui est arrangé par Phil Champagne, il manque pas mal d'écrits. Enfin, il prend les meilleurs en fait, et il manque pas mal de choses là-dedans. Il prend le meilleur de Satoshi. Et donc voilà. Enfin, je voulais juste rassembler tout ce que j'avais sur Satoshi Nakamoto, dont notamment ses mails avec John Matonis, enfin des choses un peu inconnues, les mails avec Alfinet en 2008, les emails privés avec Alfinet qu'on n'avait pas, qui ont été publiés par Cointelegraph, je crois, je sais plus. Et des choses comme ça, forcément les courriels avec Marty Malmy, qui ont été publiés en 2024, ça, ils se retrouvent pas non plus sur le Satoshi Nakamoto Institute, il me semble. Et qui apportent de nouveaux éléments sur Satoshi. Bon, on suspectait certaines choses, mais qui apportent beaucoup d'éclaircissements, notamment le fait qu'il connaissait bien le système AirPod de Alfinet avant de concevoir Bitcoin. Enfin, au moment, en tout cas, en 2009, il connaissait bien. Et puis, voilà, enfin, des choses comme ça, quoi. Donc, c'est juste un dépôt GitHub personnel pour assembler tout ça. Et je pense qu'il n'y a pas d'autres fichiers, enfin, en tout cas, j'en ai pas trouvé, qui existent. Donc, si vous voulez, vous pouvez trouver l'archive, juste des fichiers bruts pour les garder pour le futur. Parce qu'il y a ça aussi, le fait que les sites qui hébergent originellement ces courriels ou ces messages, ils ferment. Le forum de la Peer-to-Peer Foundation, on ne peut plus accéder aux écrits de Satoshi. Je ne sais pas si le forum a fermé, mais en tout cas, le lien pour accéder aux écrits de Satoshi, il conduit plus à la page qui existait avant, quoi. Donc on n'a plus accès directement à la source.
Et donc, ouais, il faut avoir une archive de ces écrits-là parce que c'est vachement important. Pour moi, Satoshi, c'est une des sources d'inspiration dans ma vie. Donc voilà, enfin, je me tiens. Et en plus, c'est pas compliqué. J'avais déjà tous les fichiers, donc je les ai juste mis sur un dépôt GitHub. Et donc voilà, je garde ça en tête avec les évidemment en publiant les empreintes de chaque fichier, Mhm. notamment le white paper, les choses comme ça. Tu vois, enfin, les empreintes, ça permet de déterminer que le fichier n'a pas été modifié. Donc si on publie les empreintes aujourd'hui et qu'elles se retrouvent un peu partout, on peut se dire, bah, on peut retrouver ces sources-là de façon fiable. Et par exemple, pour le premier white paper, en fait, les gens ne savent pas, bah, j'ai publié un article récemment sur le sujet, les gens ne savent pas en fait, il y a deux white papers. Il y a un white paper qui a été publié le 31 octobre 2008 par Satoshi Nakamoto, et il y en a un deuxième qui a été publié en mars 2009, donc quelques mois après, pour inclure des changements qu'il avait fait à Bitcoin. Et donc le premier white paper, quand on retrouve le fichier PDF, on retrouve le hash, donc on fait un SHA-256 dessus, et ce hash, si on l'entre sur Google, on retrouve le site sur lequel, une référence à ce hash-là, qui date de 2013, je crois, ou 2015, je sais plus, enfin, qui date il y a plus de 10 ans maintenant, et qui montre que justement, c'était un mec qui avait qui avait téléchargé le white paper en 2008 ou début 2009, qui disait, ah bah, j'ai ça sur mon ordinateur, c'est pas le même qu'avant, c'est quoi Quelle est la différence? ouais, quelle est la différence, quoi. Et du coup, voilà, on voit qu'il y a deux fichiers white paper, et donc faire ce type d'action, ce type d'archive, pour moi, c'est important parce que, en fait, tout se noie dans le déluge d'informations, etc. Et il faut sélectionner les éléments, les répertorier, et puis publier les empreintes pour assurer qu'ils ne soient pas modifiés au cours du temps, quoi. Bien sûr, c'est un véritable travail de fourmi, surtout quand on voit le gigantisme d'Internet. Et je ne sais pas si on peut retrouver des référentiels équivalents, par exemple, sur Internet Archive ou ce genre de choses. Est-ce que tu as pu trouver, par exemple, tout à l'heure, tu disais qu'un forum avait fermé, qu'il était plus accessible, que les liens étaient changés. Est-ce qu'en passant par Internet Archive, tu peux quand même Ouais. accéder Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. ok. Ah, mais ce site-là peut fermer aussi. Oui, oui, tout à fait. C'est ça. Et il est déjà soumis justement à de la censure. Il est déjà obligé de supprimer des pages qu'il a archivées, quoi, par le gouvernement fédéral américain ou par d'autres États. Donc voilà. Pour moi, l'archive, ça doit être aussi un système décentralisé, quoi. On ne peut pas reposer sur un seul site Bien qui sûr. marche très bien jusqu'à maintenant et qui permet justement de retrouver beaucoup de choses. Juste avec l'URL d'un site, on peut retrouver justement comment il était avant, comment était la page avant, etc. Puis bah, par exemple pour le forum de la Peer-to-Peer Foundation, le design qu'on présente habituellement, c'est pas le design qui était À l'époque. qu'il était à l'époque de Satoshi. Bien sûr. Donc on peut voir, voilà, quelques différences. Par exemple, l'âge de Satoshi n'apparaît pas sur son profil en 2009 quand il poste. L'âge, il arrive quelques années après, quand la façon dont le site est fait affiche justement le nombre d'années de la personne. Ok. Donc la date de naissance, entre guillemets, de Satoshi, on la connaît que depuis 2013, quoi. 2013-2014, je sais plus trop, j'ai plus trop exactement les années en tête, mais on connaît cette date que depuis cette période-là. Et donc on voit bah, voilà, le 5 avril 1975 que c'est une petite référence à l'interdiction de posséder de l'or aux États-Unis par les particuliers. Oui. Et voilà, enfin, c'est un historique de Satoshi, mais en fait, il apparaissait même pas au début, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. Et c'est C'est les ça. gens, en voyant justement que, ah bah tiens, il y a l'âge de Satoshi, il a tel âge aujourd'hui, c'est bizarre. Et voilà,
c'est intéressant de voir que plusieurs années après, on découvre encore des choses, quoi. C'est Bon, ça, je c'est pense que dommage. maintenant, ça va se calmer, mais enfin, même récemment, avec les mails de Martin Malmy, on a enfin, il y a vraiment du contenu qui est sorti sur Satoshi, et même les mails publiés par Adam Back, il y a des petits détails qu'on ignorait. Donc ouais, on peut encore découvrir des choses sur Satoshi Nakamoto, quoi. Ça permet de spéculer sur son identité, et Ouais. puis au-delà de ça, ça fait une private joke sur, je crois que c'est les accords de Bretton Woods, et puis le plan Nixon par rapport à l'or, qui est mis ensuite par rapport à la date de naissance. Donc, Ouais, non, c'est l'executive order 6102, ok. et, qui est signé par Roosevelt le 5 avril 1933, et qui interdit aux particuliers De posséder de l'or, ouais. de posséder de Je l'or. par- je parlais de 1975, il me semble que c'était une réforme de Nixon, justement, Ouais, ouais, c'est ça, une réforme de Nixon, justement. de désindexer. En fait, le plan, c'était de dire, en 1933, bon, la monnaie est toujours basée sur l'or, mais vous pouvez plus l'échanger, vos billets contre de l'or. Donc, l'étalon or est officiellement abandonné à cette époque-là. Enfin, le vrai étalon or, l'étalon or classique. Ce qui fait qu'on a un étalon de change or, en fait, il n'y a que les financiers qui peuvent obtenir de l'or contre les billets. Enfin, c'est compliqué, même moi, je ne connais pas bien. En 1971, Nixon abandonne totalement toute référence à l'or, et du coup, plus besoin d'interdire aux gens de posséder de l'or, quoi. En fait, parce que l'usage de l'or comme monnaie, c'est perdu, et il n'y a même plus besoin de l'interdire. C'est ça. Voilà. Tout à l'heure, pour guider un petit peu notre audience dans ce sujet-là et ce débat-là, tout à l'heure on parlait de monnaie fiat. Une monnaie fiat est une monnaie non indexée sur l'or qui permet aux banques centrales d'imprimer une volumétrie infinie de billets, et qui est en partie la cause des inflations. Et l'inflation est un impôt qui ne dit pas son nom, car la monnaie est considérée la plupart du temps comme une commodité, et en fait au final vous payez son utilisation, et vous payez le droit de l'utiliser au travers de cette inflation et du fait de l'impression monétaire, qui fait perdre de la valeur à chaque billet que vous avez dans votre poche, à chaque fois qu'un nouveau billet est mis en circulation. Donc d'où l'intérêt de Bitcoin, et d'où l'intérêt de revoir le système financier. J'aimerais maintenant qu'on se penche un petit peu sur ton parcours d'édition. Donc, publier un livre sur Bitcoin en France, quelle est la réalité? Les éditeurs, l'auto-édition, l'impression, comment tu as fait? Tu nous as parlé un petit peu de Consensus Network, on va y venir un petit peu après. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur le processus et sur le parcours? Donc moi, à la base, j'ai lancé le projet, je me suis dit, on verra. Et donc, la seule chose sur laquelle je m'étais engagé, c'est de le publier en licence libre, enfin, en licence Creative Commons CC by SA. Mhm. Et de façon à, enfin, c'est le côté un peu libriste de Bitcoin, quoi. Disons, je fais ça pour la cause, et puis voilà. Après, le livre se vend quand même, hein, parce que les gens aiment bien avoir un support physique, ou avoir Tout à fait. même le e-book. C'est plus pratique d'avoir un e-book qu'un. En fait, le livre, si vous voulez savoir, il est disponible sur bitcoinelegance.fr. Donc bitcoinelegance.fr. Et donc c'est juste un site où il y a tout le contenu du livre, hein, si vous voulez vous faire un petit aperçu. Et donc moi, c'était ma seule contrainte. Sinon, je comptais passer soit par de l'auto-édition, soit par un éditeur. J'ai parlé un peu avec Lionel Jean-Nara, des éditions. C'est quoi J'ai oublié le nom de ses éditions, mais en gros, il a une maison d'édition aussi basée en Suisse. Et il y avait aussi Consensus Network de Edouard. Puis voilà, vu qu'on se connaissait déjà assez bien, je suis parti vers là. Et puis il y avait aussi le fait qu'à l'époque, c'était les seuls à vendre des livres en Bitcoin, et ça, je voulais que ça soit fait. Parce que voilà, pour moi, c'est important, même si c'est pas très lucratif.
Du coup, bah voilà, je voulais vendre le livre en Bitcoin, donc je suis passé par Consensus, et puis bah on s'entendait bien, donc ça c'est fait. Et mon parcours d'édition, bah il n'y a pas eu trop de problèmes, hein. Moi, je connais pas trop les problématiques autour de l'édition en France. Je sais pas trop comment, quelles sont les difficultés. Mais en tout cas, mon livre, il était vendu à la fois sur Internet, dans les librairies en commande, via un truc qui s'appelle Dicoland, Lang, pardon. Euh, et aussi en physique, dans les conférences, et aussi dans l'ancienne boutique du Bitcoin Bazar à Paris. Donc voilà, enfin, il y avait vraiment plusieurs endroits où il était vendu, donc ce qui a fait qu'il a pu être vendu de cette façon, bah, sachant que Internet, c'était quand même le principal moyen d'acheter le livre. Euh, donc voilà, faut pas négliger cet aspect non plus. Un des principaux problèmes, entre guillemets, que peut rencontrer un auteur dans sa recherche d'édition, c'est de trouver la bonne maison d'édition qui correspond au style Ouais. de l'ouvrage. Parce que pas mal d'auteurs vont balancer leurs manuscrits à droite à gauche sans vraiment se poser la question de savoir quelle est vraiment la nature de la maison d'édition en face. Et si par exemple un romancier, auteur de science-fiction envoie un bouquin à une maison d'édition qui publie que des articles scientifiques, bon, ben, de facto, c'est du temps perdu et de l'énergie perdue aussi bien pour l'auteur que pour l'éditeur. Et c'est pour ça que je pose la question à Ludovic, c'est parce que Consensus Network est justement une maison d'édition spécifique. C'est une maison d'édition assez atypique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une structure décentralisée fondée par un Finlandais. À la base, ça a été basé en Estonie, me semble. Toujours. Et leurs principaux domaines d'édition sont le Bitcoin et puis le libéralisme. Je crois qu'ils publient des livres dans une vingtaine de langues. Donc pour un auteur comme Ludovic, c'est, je pense, une orientation assez logique et assez naturelle. Ouais. Ouais, bah, comme tu disais tout à l'heure, quand on a la communauté de lecteurs, le lectorat qui existe déjà, en fait, il n'y a pas trop de soucis pour publier un livre, parce que bah, là, euh, les éditeurs savaient très bien que j'étais un peu connu dans la communauté francophone et que le livre se vendrait un minimum. Donc, euh, donc voilà, il y a pas eu de soucis de négociation ou je sais pas quoi. Euh, j'ai quand même dû apporter un apport pour qu'ils prennent pas tous les risques. Mais enfin, c'était le but aussi de la levée de fonds. Les sous venaient de là, donc voilà. Mais ouais, c'est sûr qu'une maison d'édition spécialisée sur le sujet qu'on traite, bah forcément oui, c'est beaucoup plus facile que envoyer son manuscrit à droite à gauche. Mais, euh, mais ouais, comme tu l'as dit déjà, déjà écrire sur le sujet, ça aide beaucoup, ça ouvre beaucoup de portes. Euh, et se constituer un lectorat, ça ouvre beaucoup de portes déjà à ce genre de choses. Je pense que Ça, les maisons d'édition oui. classiques, ça aurait pas été la même chose, quoi. Écrire sur le sujet, ça fait de vous une autorité sur le sujet sur lequel vous voulez vous exprimer. C'est super important, c'est la base de votre promotion, de votre marketing. Vous avez déjà fait 90% du boulot, rien qu'en faisant ça. Les personnes vont arriver de manière naturelle sur vos ouvrages derrière. Donc faites-le, je ne peux pas plus vous encourager que de prendre la parole. Personne va se pointer un matin chez vous et vous dire bonjour, vous êtes auteur. Non, non, c'est à vous de le devenir, c'est à vous de l'incarner. Et c'est par le fait de prendre la parole préalable et d'incarner cette autorité que vous allez avoir l'aura qui va faire que vos livres vont se vendre et que vous allez avoir un marketing beaucoup plus simple qu'une personne classique. Si je dis pas de conneries, il me semble que chez Consensus Network, l'auteur garde 100% de ses droits et de ses royalties. C'est plus ou moins l'inverse du modèle classique. Du coup, ça a changé quoi dans ta relation entre auteur et éditeur? Ouais. Non, non, moi j'ai pas. Je crois que c'est les nouvelles offres de Consensus. Ok. En fait, ils pivotent un peu
pour devenir un accompagnateur plutôt qu'un éditeur. Enfin, justement, faire en sorte que, que l'auteur garde tout, c'est que lui, il prend tous les risques. Là, j'étais plus sur un autre accord où je prenais une partie des risques, et donc j'avais une partie des royalties, et l'éditeur avait le reste. Mais ouais, moi, je suis pas sur j'étais pas sur ce modèle-là. Bah, quand je vois les accords qui existent déjà dans le monde, dans le monde de l'édition normale, le deal était pas mauvais. Bah, je vais pas donner de détails, mais oui, le deal est pas mauvais. Et puis, bah, disons, j'ai remboursé tout l'apport que j'ai donné au début, quoi. Enfin, j'ai même gagné de l'argent. Enfin, si on fait abstraction de tout le travail qui a été mis dedans. Mais ouais, d'un point de vue strictement pécuniaire, ouais, j'ai gagné de l'argent, entre guillemets. Du coup, je pense qu'on peut dire que c'est plus un side project qu'un boulot à temps plein. Ouais, bah, non, non, Enfin, je parle en termes de rémunération. ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, là, on va voir comment il va se vendre dans les années à venir, mais ça fera juste un petit pourboire, quoi. Mais oui, oui, bah, c'était surtout c'était clairement sur mes fonds propres aussi et sur les. Enfin, c'était un projet que j'avais moi, tu vois, donc je m'attendais pas à être dans le positif, quoi. Ouais. Et bon, bah, ouais, j'ai gagné plus d'argent à écrire des articles, à écrire des cours pour Plan B qu'à écrire ce livre, quoi. Et je parle pas de la spéculation, enfin le fait d'avoir des bitcoins à certains moments, bah, forcément ça aide, mais ouais, ouais, c'est- disons on le fait pas pour l'argent, quoi. C'est ça. Et puis On le fait pour la monnaie qui est bitcoin, mais pas pour l'argent. je pense que si on rapporte le taux horaire, le temps passé dessus au revenu gagné, clairement, Ouais, ouais. c'est pas rentable. Mais bon, comme tu dis, et il faut voir aussi un autre aspect qui est intéressant, c'est qu'un livre, au final, c'est un peu un actif qui travaille jour et nuit pour vous. Une fois que le livre est publié et qu'il est sur les rayons ou en vente sur Internet, sa durée de vie est quasiment illimitée. Il y a des auteurs qui ont écrit des bouquins il y a 200 ans qui se vendent toujours. Donc, certes, au début, vous pouvez avoir une phase de démarrage qui est assez lente, et puis sur la durée, peut-être rentrer dans votre argent. Donc, il faut le voir Ouais. comme un capital qui mûrit et qui fructifie. Ouais, ouais. Et puis ça permet on va pas se mentir, ça permet d'avoir une certaine, ça apporte une certaine légitimité dans l'écosystème, enfin, ou le domaine dans lequel on est vis-à-vis des autres. Le fait qu'on ait écrit un livre, voilà, ça veut dire qu'on connaît un peu le sujet quand même, qu'on a le statut d'expert et que voilà, on est assez fiable sur le sujet, surtout si le livre s'est vendu, et du coup ça permet justement de trouver d'autres travaux à faire, et d'avoir une légitimité pour gagner de l'argent ensuite. Bien sûr. Si vraiment on cherche à gagner de l'argent. Mais ouais, c'est pas, ouais, voilà, c'est pas que les revenus du livre qui comptent. C'est pas que financier, c'est exactement ce que disait Julien Danjou dans la précédente interview, c'est-à-dire qu'il s'est pointé à des entretiens d'embauche, juste le fait d'avoir écrit un livre, Ouais. lui a évité l'entretien technique, etc., etc. Il a été embauché juste sur le fait d'avoir publié un livre. Peu importe Ouais. la qualité ou la valeur du contenu, il était déjà vu Ouais. par les personnes dans l'entretien comme une référence, un expert sur le sujet. Donc le gain est au-delà de l'aspect financier, pour votre carrière, pour vos aspects de vie annexes. J'aimerais qu'on enfile un petit peu notre petit chapeau d'alu 2 minutes et qu'on fasse un petit peu de prospective, toi et moi. En ce moment, en Europe, on ne peut que constater que les cryptos, que la régulation sur les cryptos se durcit de jour en jour. On a vu apparaître Mika. Le KYC, alors pour notre audience, le KYC c'est Know Your Customer,
c'est le fait de donner votre carte d'identité pour aller sur les réseaux sociaux, pour ouvrir un compte bancaire en ligne, etc., etc., se généralise. Les transactions sont de plus en plus surveillées. Il s'agit clairement d'une guerre réglementaire contre Bitcoin. J'aimerais avoir ton avis là-dessus et savoir pourquoi cette guerre et où est-ce qu'on en est de cette guerre et quel est l'impact pour les personnes qui vendent des livres en Bitcoin ou qui en vivent compte tenu de ces nouvelles réglementations. Bah, disons que ça s'inscrit totalement dans le développement de la surveillance financière et le contrôle financier qui existe depuis en fait que les gens utilisent les banques de manière, enfin, pour faire des transactions normales, quoi, disons, enfin, dans les années 70 ou les années 60. Euh, je crois qu'on a le Bank Secrecy Act aux États-Unis qui est voté justement en 1970 ou quelque chose comme ça, où justement il commence à taper drastiquement sur la liberté financière et le fait que les banques ne doivent plus, enfin, le secret bancaire en gros. Et donc ça, c'est une évolution qui arrive aussi avec le fait que la monnaie est de plus en plus numérique et que bah, il faut contrôler tout ça, il faut surveiller tout ça. Et donc c'est dans les États les plus autoritaires, bah, ça va passer justement par des mesures drastiques et en Europe, bah, en Europe c'est le cas, quoi. Ouais. Et, euh, Et donc, on voit que justement, ils travaillent dur sur l'euro numérique. On va voir comment ça va se passer, hein, mais, vu leur niveau de compétence, je ne sais pas si ça arrivera très rapidement, mais en tout cas, la volonté est là. Et il y a aussi le fait, bah, justement, d'empêcher les outils qui permettraient de contourner cette surveillance financière, comme Bitcoin, Monero ou d'autres, euh, de, euh, d'exister, quoi. Enfin, d'exister souveraine et, euh, et respectueuse de la vie privée. D'où l'idée, bah, par exemple, la Travel Rule, qui est appliquée en France depuis quelques temps, je crois 1 an ou 2, qui, euh, qui vous oblige, quand vous retirez des fonds d'une plateforme d'échange, de lier votre identité à l'adresse de réception. Donc, je ne sais pas exactement comment ça se fait, mais parce que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé une plateforme classique. Et qui justement bah, lie votre identité à l'adresse et fait en sorte que bah, s'il y a une transaction jugée sale qui se fait, par exemple si vous allez sur le dark web ou je sais pas quoi, pour acheter de la drogue, qui se fait à ce moment-là, bah, en fait l'autorité va pouvoir vous condamner pour avoir fait cette transaction, etc. Donc ouais, on voit que l'étau se resserre sur cet outil qu'est Bitcoin et que en fait ils veulent en faire juste un outil financier qui serait autant réglementé que toutes les actions ou toutes les choses qui existent, même plus, hein, parce que sur l'or par exemple il n'y a pas le même niveau de restriction. Mais ouais, enfin, on a clairement une tendance et une tendance, il faut vraiment une bonne raison pour que ça s'inverse. Et il n'y a pas y a pas lieu de croire que la tendance doit s'inverser, vu la réaction de la population qui est quasi inexistante à ces sujets, vis-à-vis de ces sujets. Que ce soit la confidentialité en ligne ou Bitcoin, hein. Enfin, bah, tu as parlé justement de la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Je pense que ça va être appliqué bêtement et méchamment et que les gens vont faire avec, quoi. Ils vont contourner le truc comme ils peuvent, mais la loi va passer, quoi. Bah, c'est déjà le cas pour les sites pornographiques, il me semble. Euh, donc, euh, donc ouais, pour moi, il n'y a pas de... Disons, le sens général, il est clair et net, et c'est pas complotiste de dire ça, à mon avis. Pas du tout. Et en fait, tout l'enjeu est de savoir rester libre dans un monde qui ne l'est pas. Euh, et puis, c'est un peu mon motto autour de ça, quoi. C'est ça.
il y a de plus en plus de censure réglementaire. Au final, cette guerre réglementaire se traduit par de la censure et des assauts fiscaux parce que le Bitcoin est traité d'une manière différente d'une monnaie classique. Une monnaie classique, entre guillemets, bon, on l'a dit tout à l'heure, vous avez l'inflation qui agit comme un impôt qui ne dit pas son nom, mais au-delà de ça, Bitcoin, à chaque fois que vous allez vendre du Bitcoin, etc., vous allez devoir le déclarer, vous allez devoir payer une flat tax, ou je ne sais plus exactement. Ce qui fait que elle est traitée de manière différente d'une communauté classique, quoi. Et ça met des bâtons dans les roues des personnes qui veulent transacter avec du Bitcoin parce que vous vous exposez d'une certaine manière à des problématiques fiscales et judiciaires derrière. Tu as écrit sur les monnaies numériques de banque centrale. Alors, on l'a dit tout à l'heure, l'euro numérique arrive à grands pas. Il a été validé, si je ne dis pas de bêtises, fin de semaine dernière par l'Union européenne, par la Banque centrale. C'est quoi la différence fondamentale entre l'euro numérique et le Bitcoin? Est-ce que tu peux expliquer à notre audience, pour quelqu'un qui ne connaît rien à ce sujet-là, qu'est-ce que l'euro numérique et quelle est la différence entre Bitcoin et l'euro numérique? Ce sont toutes deux des monnaies numériques de base, disons. C'est pas du crédit, c'est adossé à rien, quoi. Sinon, la confiance des gens et le fait qu'ils l'utilisent. Donc les deux, hein, c'est pas. Pour moi, le Bitcoin n'est pas adossé à de l'énergie ou je sais pas quoi. C'est le fait que les gens l'acceptent qui lui donne sa valeur. Et puis l'énergie, elle intervient dans l'émission des nouveaux Bitcoins. Donc ça permet de limiter ça, mais c'est pas ça qui donne sa valeur. Et donc la différence, c'est que autre ressemblance, j'ai parlé de monnaie programmable au début. Les deux sont des monnaies programmables, donc des monnaies auxquelles on peut adosser des conditions de dépenses, quoi. On peut faire en sorte que tel fonds ou tel compte soit soumis à certaines conditions de dépenses. Donc, par exemple, dans une monnaie numérique de banque centrale, je crois que ce qu'ils veulent faire maintenant, en tout cas au début, c'est la rendre fondante, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle aille vers zéro au fil du temps, c'est-à-dire qu'elle soit périmable, on va dire, qu'elle périme au bout d'un moment. Et je crois que c'est le projet actuel pour pas trop froisser les banques commerciales. Et Bitcoin aussi est programmable justement pour faire des contrats de multi-signature, des choses comme ça. Puis c'est vachement utile, hein, je parle pas trop du sujet moi-même, mais certains en parlent, et puis ça permet de résoudre des problèmes, comme par exemple quand vous voulez faire un échange en peer-to-peer sur un site comme Bisq ou d'autres, vous passez par un contrat autonome sur Bitcoin qui fait en sorte que vos fonds sont bloqués pendant que l'autre vous donne l'argent. Et vous pouvez choisir de libérer l'argent si vous confirmez les avoir eus. L'autre peut confirmer vous rendre l'argent. Ou bien vous pouvez passer par une phase de litige où là les fonds vont être soumis à un arbitre qui est le... Pardon. Donc je disais, oui, les fonds vont pouvoir être soumis à des conditions sur Bisq. Et du coup, la dernière condition, c'est un litige qui se produirait si jamais les deux contestent dans l'échange, qui est résolu par le site, les administrateurs de Bisq. Mais ça, c'est si jamais il y a un problème. Et la plupart du temps, il n'y a pas de problème. Et le fait que ça existe, ça rend le procédé plus ou moins trustless, quoi. Donc voilà, c'est un exemple de contrat sur Bitcoin. Il y en a d'autres, hein. Et donc les monnaies numériques de banque centrale, c'est pareil. Mais sauf que les conditions vont pas être les mêmes sur ces monnaies, ces futures monnaies numériques. Et donc, qu'est-ce qui les différencie? C'est ce que je disais au début, hein, c'est la résistance à la censure, la résistance à l'inflation. Donc, une monnaie numérique de banque centrale, c'est très très censurable par le pouvoir central. C'est-à-dire que la banque centrale a accès à tout. Elle dira que vous êtes protégé, que c'est confidentiel,
parce que les gens ne sauront pas ce que vous faites comme transaction, mais elle saura forcément. Parce qu'il faut un moyen d'empêcher le blanchiment d'argent et des choses comme ça. C'est obligatoire. Hein, même dans tous les textes qu'ils disent, c'est une condition qui décrivent ces monnaies-là, c'est une condition sine qua non du système, quoi. En fait, on peut avoir un système de confidentialité qui fasse en sorte qu'on peut juste voir certaines parties du système, mais la Banque centrale pourra toujours le faire. Et donc aujourd'hui, il faut quand même... aujourd'hui, c'est mieux parce qu'on a un système de banque plus ou moins décentralisé. Je dis plus ou moins parce que voilà, elles sont toutes soumises aux mêmes réglementations, mais qui fait que le système fonctionne plus ou moins bien, vu que le pouvoir central n'a pas connaissance de toutes ces transactions, est obligé de faire des manœuvres, de demander aux banques des informations pour justement faire en sorte de pouvoir censurer une personne. Donc voilà, il y a quelques obstacles aujourd'hui encore, et puis une monnaie numérique de banque centrale qui serait gérée intégralement par une banque centrale, ce serait la suppression de tous ces obstacles-là. Donc je dirais pas que tout le monde se ferait censurer, hein, mais juste ceux qui n'iraient pas, qui ne suivraient pas le droit chemin, entre guillemets, quoi. Et deuxième chose, c'est la résistance à l'inflation. Donc Bitcoin, son émission monétaire est déterminée, et puis a priori, il n'y en aura pas plus que 21 millions. Et donc ça, c'est un atout non négligeable, contrairement aux monnaies fiat qui peuvent être imprimées un peu selon la volonté du législateur, enfin, en tout cas du pouvoir, et qui peut justement... disons, ce pouvoir-là n'est pas illimité, parce qu'en fait, quand on a trop recours à la planche à billets, on peut détruire sa propre monnaie, hein, si on n'arrive pas à imposer son usage sur le territoire, par exemple. Donc c'est le cas au Venezuela ou des choses comme ça, où les gens en fait utilisent du dollar ou du bitcoin, mais ils n'utilisent pas comme réserve de valeur, ils n'utilisent pas le bolivar. Et donc il y a ça, et il y a aussi le fait que ça, en fait, disons que le seigneuriage, donc le revenu que tire la banque centrale de son émission de monnaie, donc quand elle en imprime un peu plus, elle peut la vendre à un prix plus haut qu'elle serait si la monnaie était déjà en circulation. Donc ce qu'on appelle l'effet cantillon, hein, c'est le fait que l'inflation en fait se diffuse dans la société économique et se fasse par palier, ce qui fait que ceux qui reçoivent l'argent le premier en bénéficient le plus. Et donc le seigneuriage, c'est ça. Et le fait que les gens aient recours à une banque centrale, enfin une monnaie numérique de banque centrale pour leurs achats de tous les jours et pour leur monnaie, en fait ça réduirait la part de marché des banques commerciales actuelles, qui profitent beaucoup aussi, qui ont leur forme de seigneuriage dans le sens où elles émettent aussi de la monnaie crédit, de la monnaie pas de base, mais qui est une monnaie adossée à l'euro, et qu'on appelle monnaie parce qu'on l'utilise comme ça, et qui profitent, donc ces banques commerciales profitent de ce pouvoir-là pour s'enrichir elles aussi. Et donc ça, le fait de revenir à une monnaie de base qui serait gérée par une banque centrale, ça leur permettrait d'avoir un nouveau revenu de seigneuriage plus conséquent. Donc c'est une sorte d'aubaine pour elles, et je pense que c'est pour ça que les banques commerciales s'y opposent, hein. C'est pas par gaieté de cœur ou par bonne volonté, c'est juste qu'elles perdent des gens, une part de marché là-dedans, et elles savent qu'au bout d'un moment, je ne sais pas combien de temps, les banques centrales s'approprieraient justement cette monnaie. Je pense que les banques classiques, comme on les connaît à l'heure actuelle, sont vouées à disparaître à terme. La banque centrale, grâce à l'euro numérique, va devenir la seule et unique banque, dans le sens où elle va devenir les tuyaux qui transportent les flux monétaires, et également le contenu de ces tuyaux, puis la personne qui tourne le robinet.
Donc, il faut voir l'euro numérique et la démarche actuelle de la Banque centrale comme une forme de crédit social un peu à la chinoise, d'autant plus qu'elle est actuellement adossée à Vida et à la facturation électronique européenne. Donc, la Banque centrale va savoir en temps réel qu'est-ce que vous achetez, où vous l'achetez, comment vous l'achetez. Si par exemple vous achetez 3 pots de peinture bleue pour peindre le mur de votre chambre, étant donné qu'il y a une facture émise de la part d'un professionnel, même vous en tant que particulier, vous allez être exposé à la divulgation de ces données. Donc déjà, il n'y a plus aucune transparence, il n'y a plus aucun anonymat dans les achats que vous faites. Et au-delà de ça, ça devient un crédit social également, car si l'Union européenne décide de mettre en place, par exemple, des quotas carbone ou des quotas X, Y, Z sur la consommation de tel ou tel produit, étant donné que l'objectif est de remplacer les acteurs du style Visa ou Mastercard et d'être les acteurs qui permettent le paiement, plus en parallèle de ça, d'être les acteurs qui gèrent la facturation, ben, ils vont pouvoir refuser un achat que vous faites parce que vous avez déjà mangé deux entrecôtes dans le mois ou vous avez déjà consommé X grammes de carbone ce mois-ci et vous bloquez votre manière de consommer. Donc voilà voilà ce qui profile à l'horizon dans les années à venir en Europe et je pense que ça peut intéresser toute notre audience et tous nos auditeurs car on est majoritairement constitué de professionnels et bien évidemment ça va nous impacter de plein fouet. On commence à toucher à la fin de cet entretien. Je te propose qu'on passe vite fait à quelques petites questions rapides. Donc, le concept Bitcoin le plus difficile à vulgariser. Dans Bitcoin, c'est compliqué. Un concept technique. Qu'est-ce que j'ai du mal à expliquer? Je pense que c'est tout le... C'est pas technique du coup, mais justement c'est tout ce qui est pas technique. C'est tout ce qui a trait à la gouvernance de Bitcoin, la façon dont le protocole est déterminé, tout ce qui est du coup c'est un peu technique, tout ce qui est fork, soft fork, hard fork, les gens ont du mal à comprendre exactement. Mais et tout le côté social autour, les gens ont du mal à comprendre ça. C'est ça. Je crois que parce qu'ils pensent que Bitcoin, c'est quelque chose d'immuable, qu'on peut pas changer, etc. Enfin, ils se basent sur ça et ils veulent pas entendre que Bitcoin peut être modifié. En fait, si tous les jeux, enfin, si la majorité des personnes, enfin, si 80% des gens choisissent de modifier Bitcoin, ça aura un impact non négligeable sur le truc. On aura peut-être 2 branches, dont une branche dissidente. Mais la branche principale qui sera présentée comme Bitcoin, ça sera celle qui aura les 80% d'utilisateurs, quoi. Donc ouais, il y a tout un côté déstabilisateur à parler de ça, et du coup, ça froisse un peu les gens. Mais c'est pas pour une question de compréhension, c'est une question de motivation ou de... est-ce qu'on est prêt à entendre ce genre de choses, quoi. Moi-même, la première fois que j'ai entendu ce genre de choses, je me suis dit, mais non, Bitcoin, c'est Bitcoin, quoi. Enfin, en fait, non, depuis le début de l'histoire de l'humanité, c'est comme ça que les choses fonctionnent, donc il n'y a pas de raison que ça change avec Bitcoin, quoi. Rien que la monnaie qu'on connaît, le dollar ou les monnaies de la livre sterling ou le franc, c'était des monnaies or à la base, enfin des monnaies en or et en argent. Et la définition de la chose a dérivé de façon progressive pour ne plus avoir de lien avec l'or ou l'argent. Alors que par exemple la livre, c'est un nom qui désigne une unité de poids, quoi. Donc C'est ça, une quantité. voilà. Et puis il y a un point intéressant que j'aimerais souligner aussi en parallèle de ça au niveau des projets open source et de la manière de contribuer à des projets open source. L'open source est souvent auréolé à une aura d'ouverture,
de contributifs, etc. Mais il y a un très gros aspect méritocratie derrière qui vient s'appliquer. Parce que vous ne pouvez pas intégrer un projet, vous ne pouvez pas devenir core contributeur sur un projet open source sans avoir fait vos preuves, sans vous être engagé. Et vous pouvez proposer des modifications, mais rien ne garantit qu'elles seront mergées, qu'elles seront fusionnées avec le dépôt officiel. Et l'implication humaine dans la mise en place d'un projet tel que Bitcoin et d'un projet d'envergure comme ça demande toute une organisation humaine derrière. Il y a un excellent livre sur le sujet que je recommande qui s'appelle La cathédrale et le bazar, écrit par Eric Ries, si je ne dis pas de bêtises, qui est le fondateur de l'Open Source Initiative, l'OSI, et qui résume très bien comment fonctionne l'open source, et quelles sont les différences avec un projet classique, fermé, et qui bosse Ouais, sur ouais. Ouais, sur tout ce qu'on dit quand c'est open source, c'est que le code source est ouvert, donc accessible à tous, et qu'on peut le copier, le modifier, etc. Enfin, on parle le libre en français, pardon. c'est ça. Il y a une Mais, différence quand même entre libre et open source. ouais, mais open source, en fait, c'est un terme anglais pour, pour Free parler software, justement des choses, des projets libres à la base, parce qu'en fait, free, ça veut dire aussi gratuit en anglais. Donc il y avait ouais, une mais confusion. tu as la free software de Richard Stallman, ou avec Ah les ouais. 4 piliers, le fait Ah, de voilà. pouvoir redistribuer, de partager, etc., etc. Et la grosse différence entre le free software et l'open source, c'est que l'open source peut avoir des licences du Ouais, style ouais. MIT ou ce genre de licence, où tu n'as pas l'obligation derrière de repartager les modifications que tu as Ok, apportées ouais, ouais. au code source que tu as pris de manière libre, entre guillemets. Et c'est vraiment là, il y a une différence sémantique quand on parle de libre et d'open source. C'est justement cette séparation entre est-ce que je suis obligé, moi, de redistribuer les modifications que j'ai appliquées en interne à un projet qui était déjà libre, ou est-ce que je ne le suis pas? Mais bon, ça c'est un détail. Ouais, ouais. Ouais, oui, bien sûr. Ouais, moi, de toute façon, je préfère parler de logiciels libres en général. Comme ça. Ça Voilà. couvre Et tout puis, le- oui, pour revenir sur Bitcoin, Bitcoin, justement, on lui demande juste d'être libre. Et, euh, et le côté gestion du projet, après, c'est tout un autre problème, quoi. Et puis, on l'a vu, hein, rien qu'avec Linux, il y a je sais pas combien de distributions Linux. Il y a, enfin, tous les projets informatiques, tu as des guerres internes, des choses comme ça. Dans Bitcoin, il y a pas, c'est pas différent, quoi. les forwards, les fork wars. Quel est le livre qui t'a le plus influencé? En général? Ou, Oui, peu importe, même si c'est pas du technique ou pas autour de Bitcoin. ouais. Les frères Karamazov de Dostoevsky. Tu adores Dostoevsky. Quand tu écris, tu es plutôt au café ou thé? Café, moi je suis. Musique ou silence? Quand j'écris, euh, silence. Bitcoin en un mot pour ta grand-mère. En un mot, monnaie ou argent liquide, quoi, en fait. En anglais, ce serait cash, mais malheureusement, on n'a pas de terme français C'est ça. condensé, donc argent liquide, numérique, de toute façon, c'est comme ça que je le présente, hein. C'est la façon de présenter Bitcoin en quelques mots, c'est ça. Ensuite, je peux parler de la proposition de valeur détaillée, mais tout est dans le titre du white paper, en fait. Est-ce que tu as bientôt un nouveau livre, un futur projet, ou est-ce qu'il faut pas demander? Euh, je, je, je me cherche encore. Disons, en ce moment, j'écris quelques articles sur ce Substack, donc un Substack qui s'appelle Preuve de travail, preuve avec un S. Donc c'est pour voilà, c'est des articles assez fouillés sur tout ce qui est technologie, enjeux autour de la technologie, des monnaies numériques, je parle un peu de Bitcoin dessus aussi. Je parle aussi de la technocratie, de choses comme ça.
J'ai aussi toutes les idéologies qui gravitent autour de la technologie, euh, qui peuvent... Enfin, je compte en parler là-dessus. Donc, c'est une newsletter sur Substack qui s'appelle Preuve de travail. Et donc, peut-être que ça en fera un livre, hein, mais comme j'ai dit au début, un livre, de toute façon, il faut avoir le matériel pour et la conviction que qu'on a quelque chose à faire. Il faut vraiment sentir la vocation à ce moment-là, parce que j'ai pas parlé non plus de mes difficultés pendant mon travail d'écriture, mais ça a été vraiment compliqué à certains moments, quoi. Donc, ça demande beaucoup d'investissement, même de pas une certaine solitude, une certaine réclusion qui est obligatoire quand on écrit un livre, c'est que ouais, il faut couper un peu certaines relations sociales. Et puis bon, on reprend après, quoi, mais voilà, ça demande voilà, un vrai travail d'ascèse, on va dire. Et donc ouais, peut-être un autre livre un jour, mais il faut la motivation pour. Il faut sentir Le bon moment. l'appel, ouais, c'est ça. Avant de conclure, je te laisse orienter les gens. Où est-ce qu'on peut te trouver? Si tu as des réseaux sociaux, ton site. Réseaux sociaux, hein, je suis actif sur Twitter, Lugaxker, Lugaxker. En général, je publie tous les liens vers les différents articles que je publie. J'ai aussi mon blog viresnumeris.fr, où vous aurez aussi les liens vers les différents articles que j'ai pu écrire sur Bitcoin. Donc en haut à droite, il y a une liste d'articles à retrouver. Il y a aussi mes interventions dans des podcasts, etc. Bon, voilà. Moi, j'écris mieux que je parle, hein, donc. Et sinon, ouais, ma nouvelle qui a été ouverte cette année, la nouvelle infolettre Substack, qui s'appelle Preuve de travail avec un S, qu'on peut retrouver aussi enfin, vous trouverez le lien sur Twitter et sur mon blog. Et voilà. Il y a aussi un truc que j'en ai pas parlé pendant cette interview, mais j'ai rédigé un ouvrage, enfin une nouvelle, donc un truc de fiction qui s'appelle Le culte de Bitcoin. Et c'est vraiment un exercice nouveau pour moi. Je pense pas être au niveau des grands écrivains, mais si ça intéresse du monde, vous pouvez retrouver ça sur mon blog aussi. Il y a un article qui présente la nouvelle sur le blog et vous pouvez trouver ça. Ça intéresse peut-être les gens sur cette chaîne. Mais bon, voilà, je prétends pas avoir le niveau, en tout cas au niveau fictionnel, de narration, de style, pour écrire ce genre de choses. Donc c'est la première fois que je me livre à ce genre d'exercice. Mais c'était intéressant. Et puis, ça parle de Bitcoin forcément, mais de tous les aspects un peu religieux qu'on peut retrouver dans Bitcoin. Et c'est un peu une satire que j'ai pris plaisir à écrire. Je jetterai un œil, j'aime beaucoup les ouvrages un peu comme ça qui mélangent fiction et technicité. Je ne sais pas si tu connais The Phoenix Project, qui était un livre justement qui parlait du DevOps, qui parlait de l'informatique, mais relaté au travers d'une fiction, d'une romance, quoi. C'était super intéressant. Ce genre d'exercice qui doit être très enrichissant. Un dernier message pour les auteurs qui nous écoutent ou les vulgarisateurs. Je dirais écrivez ce que vous avez envie de lire et n'en faites pas trop. En fait, on préfère toujours un ouvrage concis à quelqu'un qui s'appesantit sur un sujet assez pompeusement. Et parfois, le plus simple et le plus concis est parfois le plus élégant. Et à une époque où on a beaucoup de contenu sur Internet qui est créé par IA ou à moitié par IA et que tout le monde peut s'improviser rédacteur, on va dire. Peut-être que
la meilleure manière de s'en sortir en restant humain, en tant qu'humain, je veux dire, c'est justement de soigner son style, de soigner la façon dont on dit les choses et pas écrire des articles trop longs. Enfin, je le fais aussi, hein. En tout cas, voilà, mais travailler beaucoup ses écrits, quitte à n'en publier que quelques-uns. De toute façon, on n'a pas le temps de vous lire. Enfin, il y a tellement de livres à lire, de choses à découvrir que bon, bah, les gens n'ont pas trop le temps non plus pour faire ça, quoi. Donc, il faut savoir voilà, être concis. Ludovic, un grand merci. Pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez retrouver l'élégance de Bitcoin dans les liens en commentaire, ainsi que les liens vers les réseaux sociaux et le Twitter de Ludovic. Magnifique livre. Tous les liens sont en description. J'ai des questions. Ah oui, effectivement. C'est mon livre du moment. Si vous avez des questions sur Bitcoin, sur l'écriture, sur la vulgarisation ou sur le parcours d'auteur, posez-les en commentaire. On vous fera une joie d'y répondre. On les transmettra à Ludovic. Si cette conversation vous a intéressé, abonnez-vous, partagez et boostez cette vidéo. Ça aide à faire connaître la chaîne, ça aide à faire connaître ses auteurs et merci de nous avoir écoutés. Merci. Ciao.